Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Coldwell Banker, l'excellence immobilière. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, on s'intéresse à un placement qui a longtemps été considéré comme une valeur refuge, les murs de commerce long bail. Pas de vacances locatives, fiscalité optimisable, sur le papier, tout semble idéal. Mais entre la montée du e-commerce, les crises à répétition et la transformation des usages, faut-il encore miser sur les locaux commerciaux ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Lefébure. Il est fondateur des Secrets de l'Imo et spécialiste des stratégies d'investissement. Bonjour Benjamin. Bonjour Marc. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Benjamin, est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui que les murs de commerce sont un placement sûr et rentable ou faut-il quand même nuancer ce discours ? Alors je pense qu'il faut beaucoup de prudence avant d'annoncer quelque chose comme ça. Parce que, effectivement, comme tu l'as dit en préambule, il y a des grandes évolutions, notamment dans les commerces, qui font que certains secteurs sont à risque. Donc, il y a des bonnes opportunités, particulièrement dans ce qu'on appelle le prime, c'est les emplacements numéro 1. On va en parler, ça, d'ailleurs. Bien sûr, c'est les grandes artères parisiennes, etc., les zones à forte densité de commerce. Et il y a ensuite les emplacements 1 bis, 2, qui là ont tendance à perdre de la valeur, à avoir des taux de vacances qui augmentent et donc un risque fort pour l'investisseur. Alors, quel est le type, le profil type de l'investisseur dans ce secteur aujourd'hui ? Est-ce que c'est plutôt un institutionnel, des particuliers ou un nouveau profil ou deux nouveaux profils ? Alors, il y a les deux. Évidemment, il y a aussi bien de l'investisseur institutionnel qui est là sur des gros ensembles, ça peut être des centres commerciaux, ça peut être des emplacements vraiment... On en parlera demain d'ailleurs, des centres commerciaux. Exactement. Et ensuite, on a quand même quelques investisseurs particuliers, privés, qui essaient de tirer leur épingle du jeu avec des opérations qui peuvent être assez rentables en ce moment. Alors, on lit ça et là que les rendements peuvent atteindre 4 à 7%, voire plus. Mais qu'est-ce que ça cache derrière qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres ? Quels sont les vrais leviers de rentabilité ? Alors, c'est toujours pareil. En face d'un rendement, il faut mettre un risque. Ouais. Plus le rendement il est élevé, plus le risque est fort. Et le risque de l'immobilier, ça reste avant tout la vacance. Donc là, si on veut avoir un rendement important tout en essayant de préserver son risque, oui. Du coup, il faut essayer d'avoir des marques fortes. C'est-à-dire que l'idéal, c'est avant de faire son investissement dans un local, c'est d'avoir consulté différentes marques qu'on pourrait placer dans ce local et d'avoir un intérêt commun sur ce local. Alors, le bail commercial est souvent présenté comme un atout majeur dans les murs de commerce, la durée, les charges transformables. Quelles sont les réalités pratiques de ce type de bail pour un investisseur ? Alors, c'est du droit, c'est un bail de droit privé. Oui, c'est du 369, non ? Exactement. Ouais. Mais on peut, contrairement à un bail d'habitation, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dedans. Ouais. Et donc, on peut mettre à la charge du locataire les travaux d'entretien, la taxe foncière, les différentes charges. On peut lui imposer d'avoir un certain type de décor, etc., des vitrines, des décorations, etc., qui mettent en valeur le local. Et donc, tout ça, c'est de la négociation. Il y a aussi et je crois, si je ne me trompe pas, que l'encadrement des loyers dans les villes comme Paris n'est pas appliqué. Ah non, c'est uniquement pour le logement, tout à fait. Donc là, c'est ça, c'est un autre atout. Exactement, on a la liberté d'appliquer les tarifs qu'on veut. Évidemment, sur des emplacements numéro 1, on a des prix au mètre carré qui décollent complètement. Alors, certains oublient aussi que ce bail protège surtout le locataire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'indemnité d'éviction et dans quel cas elle s'applique ? Bien sûr. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait de dire que c'est un bail qui protège particulièrement le locataire. D'accord. Mais tu m'as pensé ça plutôt. Oui, tout à fait. Ouais. Mais il a une vraie protection. C'est que, étant donné que le bail commercial, c'est un outil de travail pour le professionnel,
le propriétaire ne peut pas arrêter son bail, sauf si évidemment il arrête de payer, etc. Et s'il souhaite interrompre son bail à la fin d'une des triennales, donc 369, il peut le faire, mais il faut verser une indemnité d'éviction, c'est-à-dire qu'on va indemniser en fait le locataire sur le fait de lui priver de son outil de travail. D'accord. Alors, la valeur du bien, elle dépend aussi très directement de la santé du commerce en place. Est-ce que ce facteur, il représente le principal risque de ce type d'investissement ? Alors, c'est un des risques importants, effectivement, pour les investisseurs. Si on a une marque qui a une forte traction, effectivement, votre local prend de la valeur. Et d'ailleurs, vous pouvez même ensuite appliquer un droit d'entrée, un droit au bail. D'accord. Donc, oui, ça sécurise un peu le... Exactement. En gros, ça veut dire que ce local-là, il a fonctionné. Donc, a priori, il devrait continuer. Est-ce qu'il y a des commerces qui marchent mieux que d'autres ? Alors, aujourd'hui, je vais préciser ma question. Oui. Si on regarde les statistiques économiques de la ville de Paris, par exemple, on se rend compte, on a des données de la durée de baux, la durée de bail moyen suivant les commerces. Oui. On se rend compte que, par exemple, un bar ou un restaurant, ça excède rarement, en moyenne, les 2 ou 3 ans de durée de bail, alors que, par exemple, une librairie dépasse aujourd'hui les 19 ans. Exactement. Alors, il faut se méfier. On dit souvent en investissement que les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et donc, aujourd'hui, la tendance, c'est plutôt de dire que les commerces type librairie ont tellement été cannibalisés par le commerce en ligne qu'elles ont tendance à avoir une pérennité moins certaine. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'on a vu une évolution, en tout cas sur Paris, et sur les grandes capitales. Alors, effectivement, il y a quelques cas particuliers, mais le fond du marché, vraiment, c'est que aujourd'hui, l'achat de livres de presse en général, c'est entre 40 et 60% en ligne. Là, on fait vraiment le distinguo avec la presse kiosque, où il y a un vrai drame aujourd'hui. Mais en librairie livre, donc ce qu'on appelle les librairies de premier niveau, on est plutôt sur une bonne santé au niveau parisien, parce que je crois qu'on est à 30 ou 35% de part de marché des librairies françaises à Paris. Paris correspond à 35% de part de marché. Et là, de ce qu'on observe, tout ça, vraiment sur de la donnée accessible, on se rend compte qu'il y a plus de librairies aujourd'hui dans les arrondissements parisiens qu'il y a 15 ans. Oui, c'est vrai, tout à fait. Il y a eu un regain d'intérêt pour ce genre de commerce de proximité. Alors, Benjamin, on va revenir. On entend souvent parler, vous l'avez fait tout à l'heure, de ces emplacements numéro 1 bis et 2. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner les clés pour bien choisir l'emplacement d'un local commercial ? Alors ça, c'est très difficile parce que ça dépend du secteur. Qui peut bouger. Exactement. Ça dépend vraiment de l'orientation du commerce. Si c'est un commerce haut de gamme, il n'y a pas de choix que d'aller dans un emplacement numéro 1. Les emplacements numéro 2, on va dire que c'est pour vraiment du commerce de proximité indispensable à la vie d'un quartier. D'accord, donc une supérette, une épicerie, un petit restaurant de quartier aussi qui peut bien fonctionner. Oui, d'accord. Aujourd'hui, on se rend compte aussi que les stratégies qui marchent bien, c'est les restaurants qui arrivent à bien communiquer sur notamment les réseaux sociaux. Et du coup, l'emplacement, à proprement parler, devient secondaire. D'accord, oui. Et ça, c'est plus effectivement dans les emplacements 2. Exactement. Et donc ça, c'est une bonne piste d'opportunité. Les deux, expliquez-nous, essayons d'imaginer, visualisons. On a une avenue, par exemple, en sortie de métro, et puis à un moment donné, on a une petite rue sur la droite. Oui. Là, on est... donc c'est très accessible par cette avenue fréquentée, mais hop... Mais c'est pas le flux principal. C'est pas le flux principal, exactement. C'est ça. D'accord. Donc, on peut prendre un exemple. Admettons, donc, vous prenez l'avenue des Champs-Élysées. Donc là, c'est numéro 1, voire 1+, c'est vraiment très prime. C'est ça. Vous avez toutes les grandes enseignes, exactement. Etc. Vous prenez une perpendiculaire. Oui, rue Marbeuf, par exemple. Voilà, rue Marbeuf, etc. Donc là, vous allez avoir, en début de la rue, donc proche des Champs-Élysées, effectivement, des emplacements 1 bis. Voilà. Et puis, si plus vous continuez on va avancer dans la rue Marbeuf, et plus on sera en numéro 2. Tout à fait, exactement. D'accord. Est-ce qu'il faut acheter en direct ou passer par une SCI, par exemple ?
Alors ça dépend de la situation de chacun, bien sûr, notamment fiscale. Moi, je conseillerais quand même pour du local commercial de passer par une SCI, ce qui va permettre d'amortir le bien, d'avoir une fiscalité quasiment neutre pendant la durée de détention et donc derrière de faire une meilleure opération. Le commerce physique fait face à la concurrence du e-commerce, on en a parlé juste avant, mais il réinvente aussi, notamment avec des concepts stores, des flux locaux. Quel avenir voyez-vous sur ce type d'actifs pour les prochaines années ? Alors en fait, aujourd'hui, ce que recherchent les gens qui vont dans des magasins encore, c'est l'expérience. Et donc, c'est en ça qu'on va réussir à sortir son épingle du jeu, tout simplement en proposant quelque chose de nouveau qu'on ne peut pas proposer en ligne. Et c'est là où on va réussir à avoir un commerce attractif et avoir du coup un bon investissement dans un fonds de commerce. Merci Benjamin. On vous retrouve dans quelques instants, le temps de découvrir l'info du jour. Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. L'info du jour vous est présentée avec le concours de Helix Assurance, votre expert en économie. Helix Assurance sur mon-assurance-emprunteur.fr. Et aujourd'hui, on vous parle d'un petit soulagement fiscal pour les propriétaires victimes de squatteurs. Si un logement est occupé illégalement pendant une durée d'au moins 3 mois, son propriétaire peut demander une exonération partielle ou de la taxe foncière. Le fisc reconnaît en effet cette situation comme une vacance involontaire. Encore faut-il prouver l'occupation illégale avec notamment un dépôt de plainte ou un constat d'huissier qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice. Une demande fastidieuse mais bienvenue pour alléger la facture d'un bien dont on est privé. L'info du jour vous a été présentée avec le concours de Helix Assurance. Vous payez trop cher pour votre assurance de prêt immobilier ? Avec mon-assurance-emprunteur.fr de Helix Assurance, comparez, changez et économisez jusqu'à 15 000 €. Simple, rapide et 100% en ligne. Helix Assurance, votre expert en économie. mon-assurance-emprunteur.fr. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo avec Benjamin Lefébure, il est fondateur des Secrets de l'Imo et on continue cet échange passionnant sur les murs de commerce. Benjamin, quel est le bon réflexe à avoir avant d'investir dans les murs d'un commerce ? Est-ce que vous avez un conseil pratique à donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur Radio J ? Alors, il y a plusieurs réflexes indispensables à avoir. Déjà, est-ce que le local est plein ou est-ce qu'il est alloué ? Ce qui fait varier la valeur fortement. J'imagine. Parce que y a le risque qui va en face. Ouais. Et ensuite, c'est... La vacance, elle peut être longue, justement, sur un local commercial. C'est la problématique, entre guillemets, des fonds de commerce. Des fonds de commerce. Voilà, c'est il peut y avoir effectivement plusieurs de la vacance, plusieurs mois, voire des années. Et cette durée a tendance à augmenter en ce moment parce qu'on a un marché qui est un petit peu délicat. L'autre chose à regarder absolument, c'est l'environnement, c'est être capable d'apprécier les flux, de les mesurer et vraiment de voir la concurrence qu'on peut avoir. Est-ce que il y a un secteur d'activité qui est particulièrement représenté ? Est-ce que il y a des magasins qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas ? C'est vraiment ça qu'il faut auditer très précisément avant de se lancer dans l'acquisition d'un local. Si on doit un peu résumer votre position, vous diriez qu'investir dans les murs de commerce en 2025, c'est 8 mai ? Oui. Par exemple. Alors, complètement. De toute façon, je pense qu'investir, c'est essentiel dans la construction d'un patrimoine. Mais il faut être précautionneux et vraiment bien renseigné, particulièrement en ce moment où on a des tensions, des modifications aussi d'habitude. On a aussi les modifications de l'urbanisme qui influent énormément. On le voit, la catastrophe avec la rue de Rivoli notamment. Avec Rivoli, exactement. Voilà. Donc ça, c'est des paramètres qu'il faut prendre en compte et il faut les projeter avant d'investir. Quelles erreurs fréquentes vous voyez chez les primo-investisseurs sur ce type d'actifs ?
c'est de se jeter trop rapidement sur une belle mariée. Ah oui. Mais encore. Et, en gros, c'est de se laisser séduire par le charme d'une rentabilité élevée, ce que j'appelle moi une rentabilité de façade, hein, c'est-à-dire que la rentabilité qui est vendue, elle n'est pas forcément réelle. Et donc, un primo-investisseur, il va se dire, oh, bah là, ça c'est très rentable, je vais immédiatement investir dessus. Sauf que si on n'a pas dépouillé le bail, lu toutes les petites lignes, toutes les clauses, on peut se rendre compte qu'une rentabilité à 6 ou 7%, annoncé à 6-7. Exactement, elle va se retrouver à 2 ou 3. Ouais, 1, 2 ou 3. Ouais. Exactement. À l'inverse, quels sont les signaux qui peuvent indiquer une très bonne affaire, ou en tout cas au moins une bonne affaire? Alors, le premier signal, c'est l'adresse, hein, comme d'habitude, voilà, l'emplacement. Ensuite, c'est alors, ça peut être contre-intuitif, mais le fait d'avoir beaucoup de concurrents autour, ça montre une traction. Oui, c'est ça. La concurrence est saine souvent. Exactement. La concurrence est saine. Donc, à condition qu'elle soit là. Exactement. Donc, le fait d'avoir une concurrence établie avec des boutiques qui fonctionnent, c'est un très bon indicateur pour investir. Est-ce que le financement, il est aujourd'hui plus complexe à obtenir pour ce type de bien? Oui. Les banques sont relativement frileuses sur ce genre d'investissement. Ces relations avec les banques, comment on peut peut-être les rassurer ou alors, la meilleure assurance pour la banque, c'est le locataire, c'est la qualité du locataire. Donc, quand vous avez un local et que vous allez chercher un financement et que vous présentez une marque forte, les portes vont s'ouvrir. Par contre, si vous n'avez pas une vraie stratégie établie, vous ne savez pas vraiment à qui s'adresse votre local, etc., là, vous aurez les plus grandes difficultés. Alors justement, parlons des destinations. Est-ce qu'on peut aujourd'hui transformer un local commercial mal loué ou vide pour un autre usage, comme des logements ou des bureaux? Est-ce que c'est simple? Alors, tout est relatif. Oui, c'est ça. Oui. C'est possible, évidemment. C'est possible. Ça dépend Sur le papier, c'est possible. Sur le papier, c'est possible. Ça dépend des rues. En fait, il y a certaines rues qui sont inscrites dans les PLU qui interdisent tout simplement le fait de transformer un local commercial en une autre activité. Oui, oui, y compris le logement. Y compris le logement. Oui, c'est vrai. Ça, si je ne me trompe pas, ça justement pour les locaux commerciaux, notamment de proximité, comme les épiceries ou les choses comme ça. Tout à fait. Voilà, c'est ça, puis c'est aussi pour conserver en fait l'attractivité des centres-villes, des centres cœur de ville. Exactement, tout à fait. Alors, certaines grandes villes, elles tentent de réguler justement l'implantation des commerces. Cela peut-il avoir un impact sur la valorisation des murs? Alors oui, bien sûr. S'il y a moins de commerce, il y a moins de concurrence. Mais donc, paradoxalement, vous avez moins de traction, vous avez moins de flux. Donc, effectivement, si on commence à limiter le nombre de commerces ou à trop vouloir réguler, il y aura le travers qu'on connaît sur notamment l'encadrement des loyers, c'est d'avoir une crise qui va s'installer et qui va être malheureusement de plus en plus. Alors, Benjamin, pour justement conseiller, accompagner les investisseurs, quels sont les secteurs géographiques que vous surveillez plus particulièrement? Alors, Paris, très clairement, particulièrement le centre de Paris, parce que... Paris Intramuros. Paris Intramuros, bien sûr, parce que c'est et dans Intramuros... Et dans Intramuros, c'est intra. Intra. Voilà, en gros... Paris Centre. Voilà, ce qui sort vraiment du lot, c'est les 4 premiers arrondissements de Paris. D'accord. Où là, il y a vraiment une traction. C'est aujourd'hui des quartiers qui sont devenus très touristiques, avec notamment le Marais, qui a un attrait très fort. Vous avez maintenant toutes les marques de luxe qui sont installées. C'est vrai que l'épicentre s'est un petit peu déplacé vers le centre-est. Tout à fait. Il reste après les grandes avenues principales, mais qui sont souvent inaccessibles à l'investisseur privé. Oui, donc c'est plutôt les rues Royales. Exactement. Ou rue du Faubourg Saint-Honoré, tout à fait. Et ensuite, on a certaines zones qui ont été impactées par le projet du Grand Paris, donc en petite couronne, où vous avez des développements forts de résidentiels
Et donc, il y a forcément des commerces qui vont devoir Et s'implanter. donc là, on les trouve, c'est quel genre de Boulogne, Levallois? Alors non, ça c'est des villes qui sont déjà très établies. Oui. Là, on va plutôt aller vers des villes comme Ivry-sur-Seine, Ah oui. Noisy-le-Sec, Ou Aubervilliers. Aubervilliers, Saint-Ouen, tout à fait. Ouais, effectivement. Tout à fait. On parle beaucoup de durabilité. Est-ce que la performance énergétique du local entre en jeu dans le type d'investissement? Alors, oui, sauf que c'est quelque chose qu'on peut, entre guillemets, déléguer à son locataire. D'accord. Voilà. Ouais. Ah oui. Voilà. Expliquez-nous ça. En fait, comme on l'a dit auparavant, dans la rédaction du bail, on peut donner la responsabilité au locataire de mettre en conformité le bien au regard des règles énergétiques. Donc, ça veut dire que le propriétaire, en fait, se dégage de son obligation pour la léguer au locataire. Alors, j'ai une dernière question, je vous laisse un peu la développer, mais cette question rituelle, si vous deviez donner 1 ou 2 conseils à celui qui nous écoute aujourd'hui sur Radio J et qui souhaite investir dans les murs d'un commerce, ce serait lequel ou lesquels? Alors, je pense que mon premier conseil, ce serait évidemment l'emplacement. C'est vraiment... c'est vraiment, voilà. C'est le fondement de l'immobilier, c'est un bis. emplacement. D'accord. Exactement. Donc plutôt un bis. Exactement. Et le deuxième conseil, c'est d'être un petit peu curieux et d'aller chercher ces zones en développement, donc en petite couronne, donc proche des nouveaux transports, qui vont évidemment ramener beaucoup de flux, et donc avec des plus-values qui peuvent être fortes. D'accord. Et vous l'avez dit tout à l'heure, ce qui est aussi important, c'est de prendre son temps. Exact. De ne pas sauter sur la fameuse la belle mariée. Voilà. Ouais, exactement. Et de prendre vraiment le temps d'analyser à la fois les flux locaux, l'emplacement, on l'a dit, donc un bis plutôt que 2. Tout à fait. Et veille concurrentielle une aussi. Veille concurrentielle voir, également. Ce qui fonctionne aux alentours et vraiment prendre le temps d'auditer les zones, parce que le marché des locaux commerciaux, c'est beaucoup moins rapide que le résidentiel. Donc on a un petit peu plus de temps pour faire ses études et investir sereinement. Merci beaucoup. Benjamin Lefébure, fondateur des Secrets de l'IMO, de nous avoir accompagnés ce matin à la découverte de l'investissement dans les murs de commerce. Il faut rappeler aussi que cette émission, on va aujourd'hui pouvoir la retrouver en podcast dès la fin de l'émission sur YouTube, sur Radio J Mag, la page Radio J Mag, et également sur notre nouvelle chaîne Radio J IMO, accessible 24h/24 et 7 jours sur 7 depuis le site radioj.fr ou l'application mobile Radio J. Et puis on peut l'annoncer peut-être maintenant aussi, mon cher Benjamin, que nous allons ensemble faire un podcast dorénavant qui sera diffusé sur Radio J IMO, les secrets de l'IMO, éponyme à votre société, pour donner tous les petits secrets d'un investissement réussi. On donne rendez-vous à nos auditeurs dans quelques semaines pour cela. Quant à moi, je vous retrouve demain à 16h05. On parlera des centres commerciaux avec Stéphane Duc, d'Isospes. D'ici là, très belle fin de journée à toutes et à tous sur Radio J. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de Coldwell Banker, réseau immobilier mondial depuis 1906. Découvrez les propriétés proposées par Coldwell Banker, un des grands leaders mondiaux de l'immobilier de luxe sur coldwellbanker.fr. Coldwell Banker, l'excellence immobilière.